Présenter maintenant une problématique, la problématique des murs de soutènement quand on vient faire des déblais dans une zone qui est déjà instable. Donc pour cela, on va vous présenter le viaduc du Charmet, qui est, comme je vous l'ai dit, un viaduc qui est sur la rampe d'accès au tunnel du Fréjus, au-dessus de Modane, qui a la particularité d'être réalisé dans un terrain instable, dans un versant instable. Alors, cet ouvrage, il a été construit en 1978 avec 9 travées, vous voyez, un certain nombre de piles fondées superficiellement avec une fondée sur pieux seulement. Et il s'est avéré, parce que lors de la conception, c'était pas vraiment, ça n'avait pas été vraiment pris en compte. Enfin, les informations n'étaient pas suffisantes, en tout cas. Il s'est avéré que ce fameux viaduc du Charmet, il traverse le torrent du Charmet. Là, il franchit le torrent du Charmet, mais en rive droite et en rive gauche, vous avez deux versants qui glissent vers la vallée, vers le fond de la vallée. Donc, très vite, il y a eu des déformations non attendues sur cet ouvrage. En 85, voyant déjà que l'ouvrage souffrait pas mal, il y a eu une reprise, pardon. Il y a eu une reprise des semelles de fondation pour en créer des nouvelles avec sur des enclumes en fait qui forment appui glissant. Donc c'était un moyen de recaler le tablier, enfin de recentrer le tablier, la fondation sous chaque pile, puisque les piles avaient tendance à glisser vers l'aval. Mais cette solution avait une durée de vie limitée, qui avait été imaginé qui avait été calculé à 40 ans, parce que les dimensions de la semelle, entre guillemets, glissante, les dimensions sont limitées. Donc, il était temps de reconstruire un nouveau viaduc. Là, je vous donne le contexte géotechnique, donc déjà de ce site. On est dans des versants à environ 30 degrés de pente, qui sont constitués de moraines relativement épaisses, sur un substratum de schiste duhouillé, schiste anthraciteux parfois, avec une frange d'altération particulièrement glissante, entre guillemets. Et c'est sur ces surfaces-là, au toit du rocher, que se développent les principales surfaces de glissement. Comme l'ouvrage a été construit en 78, et qu'il y a eu des mesures depuis le début, les vitesses de glissement en 2015, quand on a commencé à retravailler sur le sujet, on avait déjà un bon retour d'expérience, donc avec des vitesses de glissement qui étaient de l'ordre de 5 mm d'un côté en rive gauche et de l'ordre de 10 mm en rive droite. Dans ces moraines éboulies, il y a une nappe évidemment, et voilà. Donc le glissement se produit au toit des schistes altérés à la faveur de cette nappe de versant. Le nouveau viaduc, donc on a construit, qui est en cours de finalisation, consiste à réaliser un nouveau viaduc, voilà, à l'amont du viaduc existant. Le viaduc existant étant là. Alors, sa conception est complètement différente. Il y a un appui fixe au rocher qui est une semelle qui est fondée au rocher mais protégée par une virole, et puis les autres appuis sont des appuis normaux, on va dire, mais pour lesquels le tablier est compatible avec les mouvements. Donc ici, on ne va pas s'intéresser aux fondations, mais simplement au soutènement, parce que comme le profil en long est décalé vers l'amont, ça nécessite de venir terrasser dans un versant instable sur les plus grands murs font 15 mètres de haut. Donc, pour cela, on a choisi, il a fallu se poser la question de la conception et de leur dimensionnement. On a voulu éviter les murs ancrés, parce que sur la rampe du tunnel de Fréjus, il y a eu un certain nombre de murs ancrés, mais comme le versant bouge, ces murs, au bout de quelques dizaines d'années, les tirants ont tendance à exploser.
Donc on cherche en fait à faire des murs cloués plutôt, des sols renforcés quelque sorte, puisque les murs cloués, les ancrages ne sont pas ancrés, enfin les longueurs de scellement n'atteignent pas le rocher, mais restent flottant dans le glissement. Comme vous pouvez le voir, il y a eu 5 murs de 5 à 15 mètres de hauteur qui ont été réalisés. En fait, pour dimensionner ces clouages, on a raisonné d'une part sur la méthode des 3 H avec les coefficients de sécurité partielle de la norme 94-270 pour assurer une stabilité locale. Et puis pour la stabilité du versant, on a surtout veillé à ce que les surfaces de glissement, potentielles, les coefficients de sécurité de ces surfaces de glissement potentielles ne soient pas plus défavorables que ce qui existait déjà. Donc le but de ces murs, ce n'est pas de s'opposer au glissement, mais c'est de donner un certain monolithisme qui va suivre les mouvements du versant. Donc là encore, je passe la parole à Pascal pour tout ce qui est dispositif de surveillance, avant travaux, pendant et après travaux. Donc voilà, même enchaînement sur l'auscultation. Là, on a bénéficié d'une très très longue durée de surveillance préalable, enfin d'auscultation préalable, puisque les premières données remontent à 35 ans, donc c'est tout suite au désordre et observé sur les piles. Donc c'est principalement de la topographie et de l'inclinométrie en forage et plus de la piézométrie. Donc ça fait une base de données très importante qui a permis de bien cerner ce qui bougeait, combien, à quelle profondeur, et les actions qu'ils faisaient. Donc là, on est dans un contexte à 1000 mètres de hauteur. Donc les niveaux de nappe varient, mais sont surtout liés à la fonte des neiges aussi. Donc on a les effets hiver-printemps. Hiver, ça charge la neige. Printemps, ça décharge. On a les remontées, on a une accélération des glissements. Le schéma qui est en bas, là, il y a eu 3 recalages successifs du tablier pour réaligner. Donc on voit donc après que ça arrivait en limite un peu d'exploitation et structurelle de l'ouvrage. Donc tout ce suivi a permis d'aider aussi au dimensionnement des parois et de garder aussi pour la phase de réalisation le contexte du régime normal de déplacement du versant par rapport à un régime anormal qui serait apporté par une action de terrassement, de forage et autres. C'est ça qu'il faut aussi garder en mémoire. C'est ça qui est important en termes d'enseignement. Au niveau conception et travaux, toute la partie auscultation a été dans le marché de construction, mais se déclinait comme c'était déjà avant, sur un renforcement de la topographie en amont, mais aussi une topographie sur les ouvrages construits au fur et à mesure de la réalisation, et pour une partie aussi même de la topographie locale, sur des phases qu'on jugeait critiques, dans des zones où le suivi manuel n'était pas suffisant, tout ça pour accompagner des phases spécifiques de jet grouting ou autres. Voilà. Donc il y a eu des notions pareil là, du cas par cas d'auscultation, qui avait 2 objectifs, c'était de vérifier le comportement d'ouvrage, mais aussi de vérifier la sécurité des employés et des personnes qui travaillaient dessous. Parce qu'effectivement, quand vous faites sous une paroi de 15 mètres du jet, etc., vous savez que vous pouvez générer des mouvements, vous prenez des précautions. Donc cette auscultation elle peut avoir un but aussi, sécurité, c'est assez important de le dire. En inclinométrie, justement toujours aussi pour pouvoir vérifier le côté sécurité, mais aussi le côté paramètres d'évolution, un certain nombre d'instruments ont été passés en chaîne automatique, qui sont quand même plus pertinentes quand vous voulez piloter, entre guillemets, vos travaux. Donc quand je parle des piézomètres, mais eux, c'était pas les facteurs importants, c'était surtout l'inclinométrie et la topographie. On a vu qu'il a été nécessaire de rajouter d'autres paramètres de suivi qui sont les extensomètres multipoints en forage et les clous extensométriques. Pour le premier, c'est des clous, enfin
des extensomètres multipoints de 7 à 8 points de mesure et sur 35 à 40 mètres de profondeur. Donc ce qu'on voulait savoir en complément des inclinomètres, c'est comment les compartiments par rapport à une surface de glissement, comment ça se décomprimait finalement sous l'action des terrassements et des forages. Donc c'est une information supplémentaire. Et pour les clous extensométriques, vous équipez votre clou de 2, 3, 4 points répartis sur toute la longueur. Et en fonction des différentes phases de terrassement, vous voyez comment les efforts se mobilisent sur votre clou et s'ils deviennent à un moment donné plus acceptables. Voilà. Ça, c'est encore un autre outil et de pilotage et de sécurité par rapport à cette phase travaux. Tout ça, ces extensomètres, une partie était en acquisition automatique, rapatriée au quotidien, enfin heure par heure, à Grenoble, et faisait l'objet avec de mailing aux différents responsables du chantier sur critères de dépassement fixés à l'avance. Donc là, on avait un outil où on pouvait interagir assez rapidement pour l'avancement du chantier. Donc le schéma du bas montre un peu la densité des différents capteurs, tiltomètres, etc. qui ont été mis en place. Pour les inclinomètres, là, pour certains, on est à la 3e ou 4e version d'inclinomètre, c'est-à-dire que régulièrement, quand un inclinomètre est cisaillé, on le remplace. Bon, ils ne sont pas tous à 3 ou 4 versions, mais il y en a quand même pas mal qui ont été remplacés. Alors, bon, ce schéma, il est un peu complet, mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a mis en parallèle de la phase travaux, qui sont les traits ici des phases de terrassement, le suivi et les évolutions des extensomètres et inclinomètres, enfin de certains. Donc la phase travaux, c'est début 2017 jusqu'à pratiquement début de 2019. On voit toutes les phases d'accélération et de développement des déformations efforts au niveau des extensos inclinomètres jusqu'à la fin des travaux. Et là, on est passé assez rapidement sur une phase beaucoup plus amortie, où on retombe sur une phase, disons, de respiration, enfin, plus, soit de quasiment plus de déformation, ou un rythme un peu plus, ce qui correspond au déplacement naturel du versant. Donc, et cette phase-là, on l'a analysée aussi par rapport aux techniques de forage employées, puisqu'on a pu observer que les forages à l'air ou les forages non tubés étaient des facteurs aggravants, traumatisants, qui faisaient des accélérations brutales au niveau des déplacements et qu'il fallait maîtriser. Donc on a pu travailler avec l'entreprise, avec nos informations, là, pour aller vers une technique entièrement tubée, à l'eau, qui faisait qu'on ne générait pas moins de vibrations aussi. On avait une extraction de cutting propre, sans bouchon, sans effet pression, et on sollicitait beaucoup moins le terrain, qui était très réactif. On a pu vérifier qu'une action de forage, quand ce n'était pas maîtrisé, on avait un départ d'accélération rapide. Dès que vous arrêtiez, ça se stabilisait. Donc on a travaillé avec l'entreprise pour améliorer aussi les techniques sans faire perdre de cadence, bien sûr, ou le moins possible, mais au moins qu'on ne se prenne pas localement le mur sur la figure, quoi. Donc là, j'ai fait un extrait sur un extensomètre de la plus haute paroi, où on voit toute la montée pendant la phase travaux, tous les déplacements qui vont jusqu'à 30 mm. Et depuis qu'on est en phase, maintenant c'est plus que le viaduc qui est en phase de terminaison, on a des déplacements qui sont beaucoup plus faibles et qui sont pas, du coup, qui sont plus sur la vie du versant, quoi. Là, à droite, c'est un exemple de clou extensométrique sur des barres Hirschbeck creuses, et puis une phase d'équipement. Donc l'enseignement sur cette surveillance, c'est que on a pu cette auscultation. Pour la partie travaux, on a bénéficié de toutes ces informations pratiquement en temps réel pour certaines, pour faire avancer les techniques, pour aussi piloter, pour qu'il y ait moins de prise de risque et qu'on améliore la sécurité au niveau du chantier.
et qu'en plus on puisse arriver à la fin des terrassements sans désordre important et sans non plus trop mobiliser les clous qui sont, comme le disait, qui n'ont pas été conçus pour aller jusqu'au rocher. Ils sont censés accompagner le glissement, mais ne pas... voilà. Après, on a en inclinométrie, pareil. Bon, la difficulté, c'est quand on est sur des glissements actifs comme ça, c'est le temps de réalisation d'un inclinomètre, c'est pas instantané, quoi. Il faut du temps. Donc, quand faut vraiment bien gérer les inclinomètres quand ils arrivent en bout de course, de peut-être anticiper pour en créer un. Enfin, pour garder un niveau d'observation objectif et suffisant. Donc, dans ces phases de chantier, c'était un peu la difficulté. C'est de la maintenance de cette auscultation, surtout pour celles qui étaient directement sur les parois, comme les cibles topo, comme les tiltomètres. Un chantier, c'est un chantier, hein, donc il y a des risques de casse, de détérioration. Faut les nettoyer régulièrement parce que ça s'encrasse. Donc il y a une notion d'entretien assez importante. L'apport des extensomètres et clous extensométriques, ça a été quand même aussi un point positif là, pour le pilotage du chantier. Et même encore maintenant, c'est intégré au suivi à long terme pour ces ouvrages. Je peux reprendre la main, oui. Donc, à l'issue de tout ça, on a essayé de faire une petite synthèse, aussi bien pour Monestier que pour Charmet. Tout ça pour dire que quand vous construisez dans un ouvrage, quel qu'il soit, dans un glissement de terrain, il est impératif d'avoir une auscultation préalable avec un temps d'observation suffisant. Autrement, on part dans une conception qui n'est pas forcément la bonne. C'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre comment le mouvement fonctionne. Après, on peut, en fonction une fois qu'on a compris, on peut proposer un mode de renforcement et des dimensionnements adaptés à ce qu'on a compris. Les travaux dans ces terrains-là sont toujours délicats. Dès qu'on commence à toucher un tant soit peu un terrain qui est en limite de stabilité, il se réactive. Alors soit parce qu'on fait un terrassement, soit parce qu'on fait un forage, soit parce qu'on fait un drainage. C'est parfois stressant parce que vous voyez partir les vitesses de déplacement augmentent et il faut garder son sang-froid, on va dire. Il faut toujours, pour garder son sang-froid, il faut se baser sur une instrumentation qui soit fiable, redondante. J'insiste sur redondante parce que finalement, il y a toujours des choses. Il faut arriver à recouper les informations pour se faire une bonne idée. Il faut maintenir le matériel en état, ce qui n'est pas évident, surtout en travaux. Donc, il faut être prêt à remettre des inclinomètres, remettre des cibles topo, etc. Et enfin, notamment pour Charmet, on a pu mener à bien ce chantier que grâce à la méthode observationnelle, c'est-à-dire que on a suivi les mouvements en fonction des travaux, on a adapté le planning, le phasage des clous, etc. On a fait du pianotage, on était sur le qui-vive tous les jours en fait pour guider l'entreprise et éviter une rupture qui aurait pu être d'abord très préjudiciable pour le personnel, mais aussi on sait que dans ce versant du Charmet, quand on déclenche un glissement de terrain, on réactive un glissement de terrain, il est extrêmement difficile de l'arrêter. Voilà, donc, et ensuite, je dirais qu'il est important que les rôles et responsabilités de chacun des intervenants soient vus dès la conception pour bien cadrer le rôle du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, de l'entreprise, de son bureau d'études, etc. et du contrôle extérieur qui est de toute façon toujours nécessaire dans ces cas-là. Voilà. Merci pour votre attention.